Voilà. OK. Bien. Donc, alors je ne sais pas si vous avez suivi ce cours en ligne, mais il y a une nouvelle session qui a dû s'organiser sur Panopto. Donc c'est celle-ci que je prendrai. Hein, je dis ça pour ceux qui regardent, qui visionnent, qui essaient de visionner en tout cas. Et nous allons immédiatement revenir sur le cours. Voilà, pas trop loin. Voilà, donc sur les questions. Donc revenons sur les questions du chapitre 1, ce sont ces questions qui vous seront posées en examen à la fin de l'année. Donc je prendrai des questions au hasard, celle-ci donc du chapitre 1 ici, et je vais d'ailleurs enlever, bon on verra ça mademoiselle tout à l'heure à la pause, hein, votre ordinateur recharge en attendant, donc c'est très bien pour vous. Donc ces questions, en fait à la fin de chaque chapitre vous avez des questions, ces questions seront traitées, seront à traiter dans l'examen. Alors par exemple, si je reprends la question 9, qui est une question la plus difficile, la question sur 5 points, la démarche scientifique de Karl Popper est-elle applicable aux sciences économiques? Donc qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut rappeler premièrement la démarche de Karl Popper, hein, c'est-à-dire ce qu'on a vu, et le refus de l'induction, la démarche hypothético-déductible, le critère de réfutabilité. Et là, quand on arrive au critère de réfutabilité, il faut pouvoir réfuter donc une théorie scientifique, par quoi? Par l'expérience. Alors là, on a un souci, c'est qu'en économie, il est très difficile de réaliser des expériences. Vous voyez, vous avez déjà cette réflexion-là qui peut venir. Pourquoi est-ce que c'est difficile de faire des expériences en économie? Eh bien, parce que une expérience économique nécessiterait de changer l'ensemble changer l'ensemble de l'économie, hein, juste pour faire une expérience. Or, évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. Même lorsqu'on appelle des expériences naturelles, comme par exemple la question des 35 heures, hein, est-ce que les 35 heures ont créé de l'emploi? Difficile de dire parce que le problème de l'économie, c'est qu'on raisonne toujours toutes choses égales par ailleurs, en théorie. C'est-à-dire que se passe-t-il si je ne change que la durée du travail hebdomadaire sans modifier le reste du système économique? Or, il est impossible de modifier le reste du système économique. On peut aussi rajouter que l'économie est une science sociale et qu'à ce titre, elle est encastrée dans les autres savoirs scientifiques, hein, que l'économie pure n'existe pas. Tous les paramètres économiques sont aussi des paramètres sociaux, historiques, géographiques. Et donc, ça aussi, ça a été vu dans le chapitre 1, difficile d'avoir un raisonnement purement économique sans toucher aux autres domaines des sciences sociales. Voilà. Et là, vous dites ça, vous avez 5 points. Concrètement, il y a un gabarit, alors je vous montrerai ça à la fin du cours, un gabarit étendu. Quand on a une question sur 5 points, ça veut dire qu'il faut en mettre au moins une page et demie. Pensez que vous avez 2 heures pour faire l'examen. Globalement, un examen en entier, c'est 4 pages complètes, enfin une copie double, plus en général 1 ou 2 pages de plus, hein, ce qui fait en total 6 pages, sachant que c'est des pages un peu courtes. Donc ça veut dire qu'en 20 points, vous faites 6 pages, donc en 5 points, vous pouvez voir combien vous faites de pages. Alors par exemple, autre chose, une question sur un point, une question de définition, c'est une phrase. Hein, vous ne définissez pas en faisant un paragraphe, ça ne sert à rien. Donc soyez intelligent sur le temps que vous passez pour chaque question. C'est proportionnel à la quantité de points qui est donnée pour la question. Alors, je me permets donc d'aborder le chapitre 2 en espérant que cela fonctionne pour ceux qui suivent le cours en ligne et que la vidéo fonctionnera. Et ce chapitre 2, eh bien, il est d'ailleurs sur Moodle. Il s'intitule « Les économistes et la croissance, une longue réflexion inachevée ». Alors dans ce chapitre, on va essayer de réfléchir sur la manière dont les économistes ont, dans le passé, hein, c'est un cours un peu d'histoire de la pensée, donc on va chercher la pensée des économistes dans l'histoire, et comment ces économistes ont-ils appréhendé la notion de croissance. La croissance, qu'est-ce que c'est? La croissance, c'est ce qu'on appelle la croissance de la production de richesse. Alors cette croissance, elle est mesurée en général par le PIB, c'est-à-dire qu'on va mesurer la croissance du PIB pour déterminer la croissance. Le PIB, c'est le produit intérieur brut. C'est une manière de comptabiliser la richesse produite pendant une durée, en général, 1 an. Donc il faut bien comprendre que le PIB, c'est une mesure de flux, c'est-à-dire que chaque année, on repart à zéro.
on va comptabiliser la production pendant un an. Et évidemment, au bout de l'année, quand l'année est finie, eh bien, on repart à zéro, on remesure une nouvelle année avec une nouvelle production. Donc la croissance, c'est la croissance de ce flux, c'est-à-dire combien on produit cette année par rapport à l'année dernière. Et si on produit davantage cette année que l'année dernière, eh bien, il y aura croissance. Si on produit moins, il y aura décroissance. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que pensez que la richesse dont on dispose aujourd'hui, ce n'est pas que ce qu'on a produit cette année. Ça peut être aussi ce qui a été produit les années antérieures. C'est-à-dire qu'une partie de la richesse se stocke d'une année sur l'autre. Par exemple, vous voyez, ce bureau, cet amphi, il n'a pas été produit cette année, il a été produit il y a bien longtemps. Et donc, ce que j'utilise aujourd'hui, l'amphi et le bureau, je les utilise, mais j'utilise de la production des années précédentes. Une partie, au contraire, de la production va, elle, disparaître au moment où elle va être produite. C'est par exemple le principe des services ou de la nourriture. Tout ça ne peut pas se stocker d'une année sur l'autre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si jamais on devait avoir un monde sans aucune activité, mettons que la croissance soit de moins 100%, on produit zéro. On arrête tous de produire de la richesse. Ça ne veut pas dire que la richesse aurait disparu. On pourrait continuer de consommer à partir de la richesse produite les années précédentes. On pourrait toujours manger des boîtes de conserve qui ont été produites l'année d'avant, etc. C'est un peu le syndrome apocalypse zombie. Vous voyez, le monde est envahi par les zombies, il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus de production, il n'y a plus de richesse créée, mais quand même, on va pouvoir piller les magasins pour essayer de se nourrir. Vous voyez. Alors, cette question de croissance, l'idée que chaque année, on va produire davantage que l'année précédente, c'est une idée qui apparaît souvent comme allant de soi pour les économistes, qui est d'ailleurs une idée contestée par un certain nombre de personnes, notamment les adeptes donc, de la décroissance. Et ces adeptes de la décroissance, souvent, ils ont un slogan qui est de dire aujourd'hui, notre monde capitaliste contemporain, il est un peu drogué par l'idée de croissance. Il continue de croire qu'on peut toujours créer davantage de croissance. Or, nous disent ces écologistes, cette idée est impossible, puisque une croissance infinie dans un monde fini est une aberration intellectuelle. Derrière ce discours écologique, il y a l'idée que, pour les économistes, l'idée de croissance est profondément naturelle, on va dire ontologique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être un économiste sans penser la croissance. Alors je voudrais, dans ce chapitre, un peu casser cette idée reçue et montrer que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'idée de croissance a été difficile à accepter par les économistes. Les économistes, ils ont souvent eu beaucoup de mal dans leur histoire à accepter l'idée de croissance, et je vais le montrer là aussi, que en réalité, à chaque fois qu'ils ont conçu la croissance, ils n'ont pas toujours conçu, quand ils l'ont conçue, ils ont toujours montré les limites de cette croissance, parce que la notion de croissance, en fait, est une notion assez révolutionnaire, et ça aussi, je pourrais y revenir. Alors, l'idée des économistes, l'idée des écologistes, se repose souvent sur cet aphorisme de Kenneth Boulding, qui est un philosophe américain, mort en 1993, qui disait la chose suivante: celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Alors évidemment, c'est amusant parce que derrière ça, il y a une idée qui paraît de bon sens. Le monde est fini, nos ressources sont limitées. Une croissance exponentielle, c'est une croissance, par définition, une croissance est exponentielle, puisqu'on augmente toujours de 2%, ce qui veut dire que chaque année, la hausse de 2% se fera sur une base supérieure. C'est-à-dire que au fur et à mesure, on a forcément une courbe exponentielle d'activité économique. Ce n'est pas la croissance en réalité qui est exponentielle, c'est l'activité économique qui est exponentielle, qui est liée à la croissance. Et donc, quelque part, il dit que les économistes sont des fous. Et donc, je vais essayer de montrer pourquoi ce n'est pas si simple. Alors, une chose, entre parenthèses, je ne vais pas revenir trop sur cette idée de croissance-décroissance, c'est une idée complexe et qui nous demanderait beaucoup de temps. Mais pensez que quand on mesure la croissance, on mesure l'activité économique, mais on la mesure comment? On la mesure en euros ou en dollars, en unités monétaires. Ça veut dire que ce qui nous intéresse, quand on parle de croissance, ce n'est pas la quantité de matière qu'on transforme, physique, ce n'est pas une donnée physique, c'est une donnée en termes de valeur. C'est la quantité de valeur qu'on produit. Or, la valeur, rien ne dit qu'elle nécessite forcément d'extraire toujours davantage de ressources. La valeur, c'est quelque chose qui est construit socialement. Quand on parle de croissance économique, on parle donc de croissance de la valeur produite.
Et ce qui est la valeur, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est ce que nous, on attribue comme valeur. Et donc, tout ça pour dire que derrière cette idée qui apparaît comme de bon sens, l'idée de Boulding, qui est de dire la croissance ne peut pas être exponentielle parce que les ressources physiques sont limitées, il y a quand même un biais de pensée qui est de considérer que toute activité économique nécessite des ressources physiques et toute augmentation de la valeur de ces activités prélève davantage de ressources. Or, ce n'est pas forcément le cas. Je prends un exemple. Une heure de cours fait en école primaire par un institut du début du XXe siècle était payé beaucoup moins cher qu'une heure de cours fait par le même institut, on dit professeur des écoles aussi, aujourd'hui. Donc 2020 et 1920. Cette heure de cours, physiquement, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est du temps. Les classes sont à peu près aussi nombreuses. Globalement, le matériel a un peu évolué, mais il n'a pas tellement radicalement changé. Et donc l'institut d'aujourd'hui et l'institut d'il y a 100 ans, il fait à peu près le même métier. Mais l'institut d'aujourd'hui est payé 10 fois plus que l'institut d'il y a 100 ans. Ça veut dire qu'il crée un cours qui est considéré comme ayant 10 fois plus de valeur aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Je dis 10 fois plus, en réalité, c'est un chiffre que je n'ai pas vérifié, mais qui correspond à peu près à l'ordre de grandeur. Quand on regarde le salaire d'aujourd'hui, pouvoir d'achat qu'il y a derrière un salaire d'aujourd'hui d'un prof, d'un site, et le pouvoir d'achat d'il y a 100 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on accorde plus de valeur aujourd'hui à une heure de cours. Mais au niveau de l'extraction de ressources, il n'y en a pas davantage. Je pourrais dire pareil pour quasiment tous les métiers de service. Un coiffeur aujourd'hui ne coiffe pas forcément mieux qu'il y a 100 ans. Il utilise, comme il y a 100 ans, des ciseaux. Et globalement, la technologie n'a pas radicalement changé. Peut-être que les sèche-cheveux sont plus performants qu'à l'époque, mais là aussi, ce n'est même pas sûr. Et donc, pourtant, le prix du coiffeur va être bien plus important aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Et là aussi, ça traduit en fait une hausse de la valeur qu'on accorde à une heure de service, de coiffure ou enseignement. Et donc, il est possible, comme ça, d'augmenter la valeur produite, calculée par le PIB, sans forcément augmenter le nombre de ressources et l'extraction de ressources. C'est cette petite chose que je voulais vous faire comprendre. Alors, si on reprend sur cette idée de croissance, pourquoi cette idée de croissance est si difficile que cela à admettre, aussi bien pour les économistes d'ailleurs que pour tout le monde? D'abord pour la raison que Kenneth Boulding dit, c'est-à-dire que le monde n'est pas infini, les ressources disponibles sur Terre ne sont pas infinies, et même l'énergie qu'on reçoit du Soleil n'est pas infinie. De ce fait, l'idée que l'on puisse toujours extraire davantage de valeur de ce matériel, de ces ressources qui sont, elles, finies, apparaît comme contraire au sens commun. Deuxième élément pour lequel l'idée de croissance est difficile à intégrer, c'est que derrière l'idée de croissance, il y a l'idée d'abondance. Si les richesses produites chaque année croissent, alors logiquement, on devrait tous être plus riches cette année que l'année dernière, et l'année dernière que l'année d'avant. Et on devrait sentir ça dans notre niveau de vie, on devrait tous se trouver plus heureux ou plus proches de l'abondance cette année que l'année dernière, etc. Or, il se trouve que ce n'est pas du tout comme ça que les gens ressentent les choses. Et même si on interroge les Français aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez plus riche aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou que vos parents il y a 40 ans? Ils vont sans doute pas dire oui. Ils vont sans doute avoir l'impression que leur niveau de vie stagne, voire décroît, et ils ne vont pas forcément se rendre compte qu'en réalité, quand il est mesuré par le PIB, le niveau de vie moyen des Français augmente. Il y a donc une forme de contradiction entre la croissance qui en fait est lente et l'idée qu'on se fait, nous, de l'amélioration du niveau de vie où on attend des croissances bien plus importantes. Alors, pour vous donner une idée, au XXe siècle, la croissance moyenne en Europe, c'était de l'ordre de 2% par an. Alors, depuis 2008, la croissance en France, par exemple, est quand même très très faible. Donc peut-être que ce que je dis là doit être remis en cause par l'expérience plus récente. Mais si on regarde sur du long terme, sur les 100 dernières années, on a eu sans doute une croissance économique de l'ordre de 2% par an. 2% par an, en fait, ça ne se ressent pas au niveau individuel.
c'est très difficile à ressentir que notre revenu a augmenté de 2% par an. Et donc, quelque part, on n'a pas l'impression d'être plus riche parce qu'on a gagné 2% de plus cette année que l'année dernière. Là aussi, ça paraît à peu près évident. Mais il y a autre chose qui apparaît. C'est que, par ailleurs, les désirs changent. Ce qui est considéré comme naturel d'avoir, de disposer comme richesse, a changé. Moi, quand j'étais étudiant il y a longtemps, il y a 25 ans, eh bien, j'étais comme vous, dans un amphi avec un prof qui faisait actionner un micro, mais je n'avais pas d'ordinateur, je n'avais pas de smartphone. Les micro-ordinateurs portables existaient à l'époque, mais bon, c'était très cher, et finalement, ce n'était pas ce qui était attendu d'un étudiant. De la même façon, il n'y avait pas de téléphone portable du tout à l'époque, en 1994, et évidemment pas du tout de smartphone. Et donc, quelque part, mes besoins eux-mêmes étaient limités. Ce qui est considéré comme normal, c'était de prendre cours avec un papier et un crayon, c'est-à-dire ce que certains d'entre vous font, et je pense qu'ils ont raison, je pense que c'est plus efficace en réalité pour apprendre d'avoir un papier et un crayon, mais ça on y reviendra si vous voulez, je vous l'expliquerai plus tard. Mais globalement, je n'avais pas besoin d'argent pour acheter un smartphone ou un ordinateur. Donc, si vous voulez, les revenus dont je disposais à l'époque étaient sans doute beaucoup plus faibles que ceux dont vous disposez vous. Les parents, eux aussi, avaient sans doute moins d'argent que vos parents, en moyenne, hein, bien sûr. Ou les parents de ma génération avaient moins d'argent que les parents de votre génération. Mais finalement, comme les besoins eux-mêmes étaient plus limités, les attentes de ce qu'on pouvait disposer étaient plus limitées, parce qu'on n'avait pas la technologie pour avoir ce qu'on a aujourd'hui, eh bien, on ne ressentait pas forcément de manque. Donc là aussi, il peut y avoir un écart entre la perception de la richesse et la mesure réelle de la richesse, qui est lié au fait qu'aujourd'hui, on a des besoins qui sont nouveaux et qui peut-être évoluent plus rapidement que les capacités d'acheter ces nouvelles choses. Et dans ce cas-là, eh bien, on peut avoir un sentiment d'appauvrissement, c'est-à-dire de manque, alors qu'auparavant, on n'avait pas le sentiment de manque. Donc la croissance est difficile à comprendre, est difficile à accepter, j'ai envie de dire. Elle est difficile à accepter pour des raisons de Kenneth Boulding, le monde fini et la croissance infinie, et puis pour des raisons psychologiques. Le fait est qu'on ne sent pas forcément la croissance dans sa vie quotidienne, même si elle existe. Or, la croissance existe. La croissance est indéniable. Alors là aussi, je ne vais pas parler pour l'avenir, je parle juste pour le passé. Mais quand on regarde la situation du monde aujourd'hui, par rapport à celle d'il y a 20 ans, ou d'il y a 50 ans, ou d'il y a 100 ans, je prends évidemment des longues périodes, on va s'apercevoir que jamais les hommes n'ont été aussi nombreux, jamais ils n'ont été aussi bonne santé, et jamais ils n'ont produit autant de richesses. Alors, regardez l'évolution de la population mondiale depuis 10 000 avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Bon, c'est un tableau un peu ancien, maintenant on est plutôt 7 milliards que 6 milliards, mais vous voyez, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il est impossible de regarder ce qui s'est passé dans les 200 dernières années. C'est-à-dire que là, la croissance de la population, elle est vraiment exponentielle. Et à cette échelle-là, elle est quasiment invisible. Vous voyez, on a une croissance extrêmement forte qui n'arrive même pas à être visible sur ce graphique-là. Alors, si on change le graphique... Ah non, je n'ai pas ce graphique-là. Bon, c'est pas grave. J'avais un autre graphique pour vous montrer, mais il n'est pas là. Je ne sais plus où il est passé. Si on prend un graphique exponentiel avec une courbe, pardon, une échelle ici algorithmique, eh bien, on verra une croissance plus faible, mais on verra tout de même de la croissance importante. Alors, notamment, on voit de la croissance très importante dans les 200 dernières années, c'est-à-dire au moment où le système capitaliste va se mettre en place, même 250 dernières années. Une autre manière de regarder la croissance, c'est de regarder les revenus par personne dans un pays développé comme l'Angleterre. Alors ça, c'est un graphique qui vient d'un livre, A Brief Economic History of the World, et qui montre en fait, alors par des recherches historiques bien sûr, le revenu réel par personne en Angleterre du Moyen-Âge jusqu'aux années 2000. Alors là aussi, bon, c'est une reconstruction historique, mais qui est basée quand même sur des éléments. Et si on regarde le revenu réel, eh bien on s'aperçoit que globalement, il y a des hauts et des bas. L'euro et le revenu réel par personne. Donc on a un indice 100 ici, c'est un indice 100, donc indice 100 en 1860, donc ici. On a ici la révolution industrielle qui commence, on va dire en 1760, qui se poursuit
jusqu'en 1860. Donc là, il y a un siècle de révolution industrielle. Alors, la révolution industrielle ne se termine pas après. Elle se propage, se transforme, etc. Mais c'est l'idée de la période de la révolution industrielle, la période des grandes transformations de l'économie britannique. Et alors, ce qui est intéressant ici, c'est que oui, on a bien des variations de richesse, on voit bien une hausse, mais finalement, quand on regarde la hausse de la richesse par personne moyenne, de la richesse moyenne par personne, eh bien, en fait, elle apparaît bien après le début de la révolution industrielle. Oui, à partir de 1860, là, on peut dire que les Anglais étaient vraiment plus riches qu'au Moyen-Âge. Avant, c'était difficile de le dire, et même au début de la révolution industrielle, vous voyez ici, vous voyez bien, oui, vous voyez là, je vérifie que vous voyez bien le curseur, vous voyez ici, il y a une baisse du revenu moyen. Et quand on pense que certaines catégories se sont beaucoup enrichies, et que là, on regarde le revenu moyen, donc en comptant les riches et les pauvres, et quand on pense que les inégalités se sont accrues, on peut penser que les gens les moins riches, les 50% les plus pauvres, se sont sans doute beaucoup appauvris au début de la révolution industrielle. Et quelques personnes sont, elles, beaucoup enrichies, donc la moyenne fait que globalement c'est stable, mais les inégalités se sont beaucoup accrues pendant cette période-là. Donc la majorité des gens, en 1800, en Angleterre, vivaient clairement moins bien qu'en 1450. Alors ça paraît bizarre aussi, c'est-à-dire que concrètement, envisager la croissance en 1800, c'était quelque part la science-fiction. Vous voyez, mettez-vous à la place de quelqu'un qui vit, par exemple comme Adam Smith, en 1776, ici. Comment peut-on penser la croissance? Il n'y a pas d'hausse du niveau de vie en Angleterre. Comment, alors Smith est écossais, mais peu importe, c'est même à peu près la même chose. Comment même peut-on concevoir la croissance en 1850? Mettons ici. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre les revenus d'un Anglais moyen en 1850 et ceux qu'il avait en 1450. Et pourtant, c'est à ce moment-là qu'on va penser à la croissance. Mais cette croissance qu'on va penser, qu'on va concevoir, on va avoir du mal à l'admettre. Parce que ce n'est pas ce qu'on constate tous les jours. Alors, si on regarde les taux de croissance dans le monde, en Europe, par habitant, c'est ça qui est important, il faut aussi regarder la croissance par habitant, parce que c'est ça qui compte au niveau de sentiment de richesse. Eh bien, on s'aperçoit qu'avant la révolution industrielle, donc ça c'est un tableau qui vient de Piketty, Le Capital au XXIe siècle, c'est un livre que je vous conseille d'avoir chez vous, parce que c'est un très bon livre. Il est d'ailleurs meilleur que son dernier, Capital et idéologie. Donc si vous avez à choisir entre les deux, je vous conseille plutôt celui-là. Et donc Piketty, il a essayé de reconstruire là aussi, en s'appuyant sur des sources historiques, mais surtout sur ce qu'avaient fait d'autres auteurs, les taux de croissance moyens par habitant. Entre l'an 0 et l'an 1700, le taux de croissance moyen, il est de 0. Alors en fait, il n'est peut-être pas totalement de 0. Il y a peut-être une croissance très faible. Globalement, dans le monde, sans doute que la majorité des gens vivaient mieux en 1700 qu'en l'an 0. Mais pas beaucoup mieux. Et si on regarde juste le fait qu'ils vivaient, je ne sais pas, avec des revenus peut-être 20% supérieurs ou 30% supérieurs à ce qu'ils avaient en moyenne en l'an 0, ce qui est possible grâce aux innovations technologiques, etc., globalement, ça veut dire un taux de croissance de quasiment 0. C'est-à-dire que c'est 0,0001, enfin quelque chose comme ça, en moyenne. Donc en gros, c'est 0. Après, quand on regarde les taux de croissance, entre l'an 1700 et l'an 2012, là, on a en moyenne 0,8. Là aussi, ce n'est pas beaucoup. Ça paraît peu. Mais en fait, comme c'est un taux de croissance sur plus de 300 ans, eh bien, ça fait une différence énorme. Parce qu'un taux de croissance de 1% sur 200 ans ou sur 300 ans, c'est énorme. Alors ensuite, on va regarder dans le détail. Alors, par continent et puis par période. Vous voyez que si on regarde en Europe, le taux de croissance avant 1820 était quasiment nul. Alors là aussi, si on prend l'Europe entière, on verra qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de croissance. Si on devait prendre juste le Royaume-Uni, ou l'Angleterre encore plus, ou l'Écosse, la Grande-Bretagne, là, on verrait sans doute que la croissance était supérieure à cette période-là à 0,1%. Mais si on regarde sur l'ensemble de l'Europe, on voit quasiment rien. Et vous voyez qu'après, en Europe, eh bien, le taux de croissance a augmenté, d'abord faiblement au XIXe siècle, et puis beaucoup plus rapidement au XXe siècle. Et là aussi, c'est quelque chose qui peut surprendre, mais la croissance au XXe siècle en Europe a été très importante, et plus importante que lors de la révolution industrielle du XIXe siècle.
Alors là aussi, encore, on reprend la période du XXe siècle et puis on regarde les différents taux de croissance et on s'aperçoit que le taux de croissance en Europe a été très élevé, quasiment 4% en moyenne. En France, c'était supérieur à cela même, entre 1850 et 1970. Et qu'après, eh bien, il a peu augmenté, moins de 2%, mais ces moins de 2% représentent quand même un taux de croissance important par rapport à l'histoire européenne. 1,9%, c'est la moyenne du XXe siècle. Tout à l'heure, je vous avais dit 2%, vous voyez, j'étais pas très loin. Quand on regarde avec d'autres continents, c'est aussi intéressant de voir les périodes de rattrapage. Alors, une période de rattrapage très importante en Amérique, puisque globalement la croissance aux États-Unis, en Amérique, globalement, du Nord et du Sud, a été plus importante. Mais il faut dire aussi que en 1700, l'Amérique est assez dévastée par la colonisation en particulier, notamment l'Amérique du Sud et l'Amérique latine. Voilà, on voit qu'il y a une croissance aussi qui apparaît globalement sur la période 1700-2012 en Afrique et en Asie, mais qui est plus faible, et notamment plus faible en Afrique. Et là aussi, si on regarde, on s'aperçoit que les taux de croissance les plus importants, eh bien, c'est l'Asie, 90-2012. Alors là aussi, c'est une moyenne. Il y a des pays qui vont avoir un très très fort taux de croissance, notamment la Chine, la Corée, etc. Alors la Corée sera plutôt à ce moment-là. On a aussi un très fort taux de croissance ici pendant les 30 Glorieuses, même si c'est plus faible qu'en Europe. Voilà. Et donc on a des croissances qui sont supérieures à 3%. Quand on regarde l'Afrique, on a un taux de croissance qui croît après les périodes de décolonisation, c'est-à-dire que les décolonisations africaines, c'est dans les années 60, surtout pour la France, mais aussi un peu pour l'Angleterre. Bon, au début, c'est compliqué, et puis progressivement, on voit que les taux de croissance augmentent. Alors là, il y a un petit décalage entre la première partie et la deuxième partie, mais si on reprenait les chiffres vraiment récents, les plus récents en Afrique, on a un taux de croissance en Afrique qui est important, supérieur à celui qui existe en Europe, là aussi avec des différences entre pays. Si on regarde le scénario de la croissance mondiale, bon, quasiment zéro, on a vu, entre 0 et l'an 1000, on va dire, et puis après un taux de croissance qui était très très faible, et puis voilà, après 1700, on a un taux de croissance qui augmente au fur et à mesure, et on est, donc d'après le livre en 2012, jamais le taux de croissance n'a été aussi élevé entre 90 et 2012, à l'échelle mondiale. Et là aussi, ça contredit un peu nos intuitions préalables, nos a priori. On pense qu'aujourd'hui, la croissance est plus faible qu'il y a 50 ans, mais quand on pense ça, on a un point de vue européen et français. Si on regarde à l'échelle du monde, la croissance aujourd'hui est plus importante que dans les années 50. Pourquoi ? Eh bien parce que toute l'Asie, une partie de l'Afrique aussi, a un taux de croissance supérieur à ce qu'elle avait au milieu du XXe siècle. Et donc même si la croissance s'est réduite dans les pays développés, elle a augmenté dans les pays en voie de développement. Alors là aussi, attention aux grands écarts. La Côte d'Ivoire, par exemple en Afrique, c'est un pays riche, qui s'enrichit, on va dire, alors que la Somalie, c'est un pays pauvre. Le Gabon, par exemple, c'est un pays très riche, alors lié au pétrole, bien sûr. Voilà, mais vous allez dans d'autres pays, les choses sont... au Mozambique, c'est beaucoup plus pauvre. Donc l'Afrique n'est pas un continent homogène au niveau de la croissance. Bon, le Mali aujourd'hui, par exemple, connaît des difficultés liées aux problèmes politiques. Donc voilà, là aussi, il faut regarder pays par pays. Mais quand on regarde pays par pays, on voit quand même qu'il y a des pays qui s'industrialisent en Afrique et qui ont un taux de croissance, mais heureusement, parce qu'ils partent de pas très haut, supérieur à celui qu'on a en France et en Europe. Bon, puis après, se dit Piketty, que va-t-il se passer ? Là, on en est à ce niveau-là. Que va-t-il se passer ? Excusez-moi, on est à ce niveau-là. Que va-t-il se passer après ? Alors, après, on va arriver à ça, donc 2012-2030. Alors, bon, là aussi, c'est sur longue période. Le coronavirus va baisser la croissance pour cette année et l'année prochaine. Mais voilà, si une fois la crise sanitaire passée, on va sans doute retrouver des taux de croissance plus importants. Et puis après, nous dit Piketty, eh bien, au XXIe siècle, le taux de croissance va régulièrement baisser. Alors ça, bien sûr, c'est une prévision, c'est une spéculation sur l'avenir, mais qui est liée au fait que les pays les moins avancés ont un taux de croissance supérieur aux pays plus avancés parce qu'ils sont en rattrapage. C'est-à-dire qu'ils bénéficient des nouvelles technologies et donc ça leur permet d'avancer plus vite que les pays qui ont déjà atteint on va dire, la technologie la plus importante et qui ne peuvent croître davantage qu'en inventant toujours de nouveaux procédés. En gros,
les pays les moins avancés bénéficient de l'innovation préalable déjà faite par les autres pays, alors que les pays les plus avancés, eux, ils sont déjà innovés, ils sont déjà au maximum de leur technologie. Et donc, pour croître davantage, il va falloir qu'ils inventent de nouvelles choses. C'est la raison pour laquelle les États-Unis ont un taux de croissance, après la Seconde Guerre mondiale, plus faible que l'Europe. Parce que l'Europe était à ce moment-là en période de rattrapage des États-Unis. Et puis après, l'Europe a rattrapé les États-Unis. Et après, il y a eu d'autres soucis. À partir des années 80, on voit un décrochage à nouveau de l'Europe. Ça, c'est une grande question que je ne traiterai pas ici. Bon, alors, vous voyez que la croissance est quelque chose qui est visible, qu'on peut constater, qu'on peut quantifier, qui est indéniable. Il est indéniable parce qu'on a plus de monde sur la planète, parce que les gens vivent plus longtemps, parce que globalement, on bénéficie davantage de richesses. Et notre vie est plus facile aujourd'hui qu'il y a 200 ans, en moyenne. Et donc cette croissance, comment, c'est ça l'objet de ce chapitre, comment cette croissance a-t-elle été perçue par les économistes? Comment les économistes ont envisagé cette notion? Alors tout d'abord, il faut revenir sur les débuts de l'économie, c'est-à-dire comment est-ce que l'économie, la pensée économique s'est construite en Occident, en Europe? Alors évidemment, je vais plutôt avoir un point de vue européen, puisque finalement la pensée économique, elle est vraiment née en Europe, dans une Europe qui était dans un contexte assez particulier, puisque la pensée scientifique moderne, elle est née au XVe, XVIe siècle, et elle est le produit d'une société qui se transforme. La société européenne du XVIe siècle, c'est une société qui est mue par l'idée d'aller commercer, de faire du grand commerce. Et quand on regarde comment globalement cette société marchande s'est construite, on va s'apercevoir que elle s'est construite sur des entrepreneurs qui n'hésitaient pas à aller chercher très loin, c'est ce qu'on appelle le grand commerce, des épices, des produits manufacturés, des porcelaines, etc., qui étaient produits dans d'autres pays du monde. Alors, dans ce cadre de cette conquête marchande, de la part d'expéditions privées, c'était des marchands, des personnes individuelles qui allaient commercer avec le vaste monde, on a cherché à développer des nouvelles voies commerciales. Alors, l'une des raisons pour lesquelles on a cherché à développer des nouvelles voies commerciales, c'est à cause d'événements géopolitiques. Alors, voilà sur cette carte ici, j'essaie de vous démontrer comment l'Europe était placée et ce qui a construit, on va dire, ce monde ouvert, c'est-à-dire ce monde ouvert sur l'extérieur en Europe à partir de la Renaissance. Là aussi, il faut penser quelque chose, c'est que le continent européen du Moyen-Âge, dans les années 1400 jusqu'à 1450, on va dire, c'était un continent qui, globalement, s'enrichissait. Il s'est enrichi. Vous vous souvenez qu'en 1450, c'est là où les gens sont les plus riches, dans le graphique qu'on a montré tout à l'heure. Et donc, cet enrichissement les amenait à vouloir commercer, à acheter des produits de luxe, notamment tout ce qui permettait de donner du goût à la cuisine, c'est ce qu'on appelle les épices, mais d'autres produits de luxe qui pouvaient être manufacturés. Et où ces produits de luxe sont-ils produits? Vous voyez ici, en Asie. D'où la question pour les Européens de faire venir d'Asie les produits de luxe. Donc là, j'ai mis les flèches comme ça parce que je montre comment les Européens vont chercher les épices, mais on pourrait prendre le flux de marchandises qui va de l'autre côté. Donc les épices en Inde, on appelait les Indes parce que c'était un territoire qui n'était pas homogène, qui était divisé politiquement, différents États. On a aussi des épices en Indonésie. Et puis on a le pays le plus développé de l'époque. Pendant toute l'histoire de l'humanité, le pays le plus développé, ça a été la Chine. Et dans la Chine, on a des produits manufacturés que les Européens ne savent pas faire. Alors, j'ai mis ici les soieries, la porcelaine, mais il y a bien d'autres choses que les Chinois font et qui émerveillent les Européens. Alors, pendant très longtemps, le commerce entre l'Orient et l'Occident, alors il faut dire aussi que l'Orient achète aussi des choses européennes, notamment des objets manufacturés, c'était par exemple des minerais de fer, d'autres choses. On avait même au Moyen-Âge un commerce d'esclaves, alors qui n'allait pas jusqu'en Chine, mais qui allait jusqu'au Moyen-Orient. Pensez que le mot slave
vient d'esclaves, hein, c'est-à-dire qu'on allait chercher des esclaves dans l'Europe de l'Est, là aussi, et il y avait un trafic d'esclaves qui était à ce niveau-là, hein, alors pas Empire ottoman, mais ici. Il y avait aussi un trafic d'esclaves, évidemment, qui venait de l'Afrique. Hein, il y avait des traites à la fois de l'Afrique et de l'Europe au Moyen-Âge. Ça aussi, c'était un commerce. Bon, il y avait des choses qui allaient dans les deux sens. Hein. Le commerce allait forcément dans les deux sens. Bon, du point de vue d'Européens, ce qui les intéresse, c'est comment accéder à ces ressources-là. Et pendant très longtemps, eh bien, on avait des marchands, hein, les marchandises circulaient par voie de terre et par voie de mer, par du cabotage, jusqu'au Moyen-Orient, où ensuite elles étaient amenées en Europe. Alors, globalement, beaucoup de marchandises passaient par bateau, c'était la voie la moins coûteuse, mais il faut bien voir que ce n'était pas un marchand qui allait acheter des marchandises en Chine et puis qui les ramenait directement en Europe, c'était plein de marchands qui commerçaient au fur et à mesure. Hein, donc, par exemple, les marchands européens, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Eh bien, en général, ils allaient acheter les épices au Moyen-Orient, puisque c'est là qu'elles débarquaient, soit par la mer Rouge, soit par le golfe Persique. Et ensuite, eh bien, on avait des caravanes qui traversaient les bandes de terre et qui permettaient ensuite d'aller les acheter donc, au Proche-Orient. Donc c'est au départ via le Proche-Orient. Alors, il y avait au Moyen-Âge un empire commercial extrêmement important qui était Venise. Mais Venise n'était pas le seul. Hein. On avait aussi Gênes, on avait aussi Florence. On avait des cités-États extrêmement riches qui étaient spécialisés dans le commerce, dans l'importation de produits qui venaient du Moyen-Orient. Alors ces produits étaient très chers, mais on va dire que c'était abordable encore pour les Européens. Ce qui va changer la donne, c'est en 1453 la chute de Constantinople. Alors qu'est-ce qui se passe avec la chute de Constantinople ? Eh bien, c'est la fin de l'Empire byzantin et l'établissement ici de l'Empire ottoman, qui va même déborder sur l'Afrique du Nord, hein, qui va en quelque sorte boucher la route de la soie aux Européens. Alors, boucher au sens taxé. Au fin de compte, l'Empire ottoman, il est situé dans une... Vous voyez, c'est là que la carte est intéressante. Il est situé dans une région charnière entre l'Orient et l'Occident. Comme on transporte plutôt par navire, parce que c'est moins cher, et comme les routes des terres ne sont pas du tout sécurisées, et encore moins par la voie nord, c'est soit on passe par ces... ici, hein, vous voyez, dans le Caucase, soit on passe par... plutôt, c'est ce qu'on fait par la mer, mais ensuite on a un empire qui, lui, taxe les marchandises qui passent sur son territoire, et qui gagne beaucoup d'argent comme ça, et qui, comme ça, peut avoir une armée et peut devenir une puissance importante. À partir de ce moment-là, le coût des marchandises en Europe s'enrichit, hein, il devient plus cher. Et donc, des pays en ont marre, parce que ceux qui récupèrent aussi la taxe sur ces marchandises, c'est les Italiens, qui sont très riches à ce moment-là, qui vont être très riches parce qu'ils vont eux aussi prélever une partie, une dîme en quelque sorte, sur les marchandises qu'ils vendent. Et donc, il y a un certain nombre d'Européens, notamment l'Espagne et le Portugal, qui se disent... Bon, plutôt que de payer très cher des marchandises aux Italiens, qui eux-mêmes les payent très cher aux Ottomans, qui les font venir via des marchands de Chine, pourquoi ne pas directement aller en Chine et récupérer ces marchandises ? On fera davantage de profit. Au fond, la question qui se pose dans la deuxième moitié du XVe siècle, c'est celle-là. Et plein de marchands, notamment espagnols et portugais, qui font pas de commerce avec l'Empire ottoman, qui sont en bout de chaîne, hein, dans l'approvisionnement des épices en Europe, se disent que c'est sans doute plus rentable d'aller chercher eux-mêmes les épices plutôt que de se les faire taxer 10 fois par les marchands. Oui, donc au départ, c'est une logique économique. Mais alors pour ça, eh bien, il faut faire deux choses. Soit passer par l'Afrique, contourner l'Afrique, soit aller les chercher de l'autre côté de la Terre. On sait très bien que la Terre est ronde depuis très longtemps, hein, ça aussi depuis l'Antiquité. Donc on sait qu'a priori, on devrait pouvoir arriver en Chine, non pas par l'Est, mais par l'Ouest. Alors donc, on a des expéditions qui sont menées comme cela. Les premières, évidemment, c'est la route la plus sûre, c'est contourner l'Afrique. Contourner l'Afrique, on pense que c'est pas très long, mais en fait, c'est très très long. C'est compliqué aussi parce qu'il faut pouvoir s'arrêter pour se ravitailler, etc. Et puis là, on va se retrouver dans des peuples qu'on ne connaît pas, dont on ne parle pas la langue. Donc il faut y aller progressivement en quelque sorte. Hein. Et puis en 1497, on passe le cap de Bonne-Espérance, dont on se dit ça y est, c'est la fin.
Bon, en fait, c'est pas tout à fait la fin, hein. Le cap le plus au sud, c'est un peu après. Et après, donc c'est Vasco de Gama du Portugal qui va réussir à contourner l'Afrique et à établir des comptoirs dans les Indes où il va pouvoir ramener ensuite des épices. Du point de vue de l'Espagne, il y a un traité, traité de Tordesillas en 1494, qui va partager le monde entre les Espagnols et les Portugais. Alors c'est un traité qui n'est reconnu que par les Portugais et les Espagnols, mais c'est eux à l'époque les grandes puissances maritimes et militaires. Et donc ils vont voir le pape pour dire comment on fait pour se répartir le monde. Le pape dit, ben voilà, tout ce qui est à droite de cette ligne, c'est pour les Portugais, à droite, à l'est. Tout ce qui est à l'ouest, ça sera pour les Espagnols. Alors bien sûr, là aussi, on sait que la Terre est ronde et que ça n'a pas de sens de répartir les choses comme ça, mais du point de vue des Espagnols, on se dit, ben, on va pouvoir aller trouver des épices par l'ouest. Alors, ce traité, il est postérieur de 2 ans, justement, à la découverte des Indes par Christophe Colomb. Et lui pensait qu'il était dans les Indes, il pensait même qu'il était arrivé au Japon. D'ailleurs, pourquoi pas, après tout, le Japon, il est bien là. En réalité, ce n'est pas les Japonais du tout qui voient, il est dans les Caraïbes. Donc, il ne trouve pas du tout ce qu'il cherchait. Mais après cela, eh bien, les Espagnols, forts de cet avantage qu'ils possèdent sur d'être les seuls à pouvoir coloniser ici ce territoire, vont se mettre à explorer l'Amérique du Sud. C'est surtout l'Amérique du Sud qui est importante à l'époque, bien sûr. C'est là qu'on va chercher les climats tropicaux pour faire pousser justement les épices. Et en 1520, on découvre la route qui passe vers le sud de l'Amérique. Et Magellan, alors pas lui-même parce qu'il va mourir entre-temps, mais l'expédition de Magellan va réussir à atteindre l'Indonésie et à partir de là, faire le tour du monde. Donc là, c'est un grand exploit qui permet enfin d'atteindre l'Asie par l'ouest. Mais vous voyez, atteindre l'Asie par l'ouest, c'est quand même très compliqué et très coûteux. Il vaut mieux passer par l'Afrique. Très vite, les Espagnols vont arrêter de commercer avec les Indes orientales et ils vont plutôt établir des comptoirs commerciaux et des mines où ils vont ici découvrir, en Amérique du Sud en particulier, beaucoup d'argent et d'or. Et finalement, c'est ça qui va permettre aux Espagnols ensuite d'être très riches et de commercer par d'autres commerçants avec la Chine pour récupérer les épices. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont utiliser l'or et l'argent de l'Amérique du Sud pour acheter les produits chinois. Oui, ça c'est pour vous montrer un peu comment est-ce que globalement, à l'époque, eh bien, le monde se construisait et comment l'Europe est devenue de fait le centre du monde. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Si on regarde au Moyen-Âge, le centre du monde, c'est quoi ? C'est l'océan Indien. C'est là que se construisent la plupart des civilisations. C'est là que la richesse du monde s'opère. On a eu éventuellement, pendant l'Empire romain, un centre ici, en Méditerranée. Mais au Moyen-Âge, l'Europe n'est rien. L'Europe, c'est rien du tout. Mais elle devient importante lorsque tout d'un coup, ces explorateurs et ces marchands se disent d'aller chercher et cherchent les épices et les marchandises de luxe ailleurs dans le monde et découvrent des voies commerciales pour le faire. Alors, je reviens ici à la diapo précédente. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher, explorer le monde pour amener ces recherches, ces ressources et permettre ainsi finalement de prendre pied dans des nouveaux territoires. Et ces nouveaux territoires, eh bien, ils vont considérablement enrichir les marchands, mais aussi les États. La colonisation, c'est à la fois quelque chose de marchand, c'est-à-dire c'est une opération marchande. Il s'agit d'établir des plantations, par exemple, de canne à sucre, de tabac, des mines d'or et d'argent, pour exploiter les richesses du pays. Ça, c'est une activité commerciale. Mais en même temps, l'État lui-même va aider cette colonisation en mettant au service des marchands, ces navires militaires et en contrôlant les territoires ainsi gagnés. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une opération marchande, mais aussi une opération militaire. On va occuper un territoire et on va, en échange du soutien de l'État, les marchands devront reverser de l'argent aux États. Donc il y a une forme de partenariat public-privé. Si vous voyez un peu, si on reprenait les langages d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les marchands européens, qui sont des personnages privés, vont aller
faire commerce ou planter des plantations ou exploiter des mines d'or dans les Amériques ou en Asie. Alors à l'époque, pas du tout en Afrique. L'Afrique, c'est juste, ça va devenir le lieu où on va acheter des esclaves, mais l'Afrique ne va pas être colonisée avant le 19e siècle, en particulier parce que les peuples africains savent se défendre. Ce qui s'est passé avec l'Amérique, c'est une chance historique de la part, une chance entre guillemets, de la part des Espagnols et des Portugais, qui amènent des maladies avec eux, qui détruisent toute la population. Enfin, il y a un effondrement démographique et toutes les sociétés qui existaient auparavant disparaissent. Et donc, les Espagnols, ils ont quasiment un territoire vierge. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des gens qui... Tout le monde ne meurt pas, bien sûr, mais une grande partie des gens meurent de maladies. Et donc, les Espagnols peuvent ainsi établir des villes et contrôler la population qui vont faire travailler dans les mines. Très vite, cette population, c'est difficile de l'exploiter pour des raisons démographiques. Il y a de moins en moins de monde, donc ils vont, à partir de là, acheter, commercer, faire du commerce d'esclaves, de la traite d'esclaves, en déportant des Africains vers les Amériques, et en faisant cela dans le cadre d'un commerce qui préexistait, je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'il y avait déjà une traite à la fois interne en Afrique, mais aussi en Orient. Mais évidemment, les Européens vont le faire à un niveau industriel, puisqu'ils vont avoir des besoins très importants de main-d'œuvre pour les plantations d'Amérique et des Caraïbes. Donc tout ça pour vous expliquer que la vision du monde change. La vision du monde des Européens du Moyen-Âge disparaît au profit d'une vision qui est axée sur le commerce, sur la puissance militaire de l'État et sur l'idée qu'on a un monde ouvert, un monde qu'on peut conquérir, puisque de fait, du point de vue des Européens, la conquête des Amériques est extrêmement facile à cause des nouvelles maladies que les Européens apportent dans les Amériques qui tuent toute la population, enfin une grande partie de la population. Et donc, tout ça va changer profondément la manière de penser. La question est, finalement, maintenant, on a accès à des ressources, on a accès à des richesses. On peut investir. Vous voyez, donc, si je vous dis ça, c'est parce que l'idée de croissance économique, elle est aussi liée à cette ouverture de l'Europe sur le monde et à cette nouvelle capacité des Européens, finalement, à exploiter des ressources ailleurs et donc à trouver de nouvelles terres et donc, vous voyez, à s'enrichir. C'est un peu la grande question qui va se poser aux Européens au XVIe siècle. C'est tout d'un coup, on a à notre disposition un vaste monde, les Amériques, mais aussi l'Orient, parce que maintenant on peut y arriver tout seul, avec des potentialités de profit énormes. Voilà, comment on s'organise pour extraire ces richesses et les ramener en Europe. Puisqu'il est midi, je vous propose de faire 10 minutes de pause. Je vais essayer de vérifier pour voir si ça fonctionne sur Panopto. Voilà, ça a l'air de fonctionner. Ah, il me dit, ça n'a pas l'air de fonctionner, non? Oui.